7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Je le disais, hier, nous recevions Michel Valadier et Pierre-Marie Sèvres dans le but de décortiquer le programme porté par Jordan Bardella sur les questions d'éducation, de sécurité et d'immigration. Aujourd'hui, nous complétons cette analyse avec le volet économique. Et pour ce faire, nous recevons donc Tom Benoît, essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Bonjour Tom Benoît. Bonjour Liselotte. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de revenir sur le débat qui vous a opposé à Bruno Le Maire il y a un peu moins d'une semaine. Durant une séquence qui a beaucoup tourné, vous l'accusez d'avoir maquillé les comptes publics, de laisser un bilan catastrophique au Rassemblement national. Alors il vous rétorque très condescendant que vous êtes un perroquet. De mon côté, je préfère simplement vous demander de préciser à nos auditeurs cette fameuse situation économique que vous pointez du doigt et dans laquelle nous nous trouvons et auquel le RN devra faire face s'il accède au pouvoir. Bien sûr, Liselotte. Alors, premièrement, pour apporter une précision, ça n'est pas moi en réalité qui accuse Bruno Le Maire, c'est le Sénat, c'est un rapport du Sénat, et c'est Olivier Marleix qui, dans une séquence à l'Assemblée nationale, a accusé le ministère de l'économie de maquillage des comptes publics et Bruno Le Maire de tenir un discours qui représente, donc ce sont les mots de Marleix, un écran de fumée permanent. Donc, là où je suis très étonné, c'est que Bruno Le Maire se permette, premièrement, de me dire que je me fais le perroquet du Sénat. Je ne me fais pas le perroquet, je fais un travail de journaliste, je lui fais référence à un rapport du Sénat. Deuxièmement, il me dit à l'antenne et hors antenne, ce rapport est un scandale, c'est de la calomnie. C'est un rapport du Sénat. Il y a deux institutions qui peuvent contrôler le travail des ministres, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les rapports du Sénat sont bien plus pertinents, généralement, que ceux de l'Assemblée nationale. Donc déjà, il est étonnant que Bruno Le Maire n'ait pas le minimum de... C'est même pas de la déférence, mais de respect pour des institutions qui sont ces institutions. Je n'ai pas fait référence à ligne droite, si je puis dire. Je pourrais le faire, mais je comprendrais qu'à ce moment-là, ils me disent je n'en tiens pas compte. Mais le Sénat, il est obligé, normalement, d'en tenir compte. Alors, le maquillage des comptes publics, ce qui est intéressant, c'est que Gabriel Attal, Bardella et les deux journalistes qui les interviewaient hier soir, avec Manuel Bompard, ont fait référence à ce maquillage des comptes publics. Gabriel Attal ne veut pas répondre parce qu'il sait très bien que les comptes ont été maquillés. Tout le monde le sait. Par maquiller, on entend tout simplement qu'il y a un article de la loi organique, qui est l'article 58 en l'occurrence de la loi organique, qui imposait à Bruno Le Maire de remettre, lorsqu'il a eu, une note de la Direction générale du Trésor sur les prévisions de déficit, qui était établi à 5,5 du déficit. Et à ce moment-là, Bruno Le Maire paradait sur tous les plateaux de télévision, un peu comme il l'a fait d'ailleurs face à moi, avec un ton très autoritaire, condescendant, en disant « Nous aurons un déficit qui sera à 4,9 », ce qui était déjà, il faut le noter, 1,9 de plus que ce qui est autorisé par l'Eurosystème, qui est aussi un petit peu son écosystème à Bruno Le Maire, si je puis dire. Parce que si c'était moi qui étais aux manettes, nous n'aurions pas à respecter la charte de l'Eurosystème, puisque nous ne serions plus dans l'euro, qui est un fardeau pour nos économies et qui est un fardeau pour notre population. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, par rapport au déficit, ce que je retiens du débat d'hier soir, en tout cas de l'entrevue entre les trois représentants des listes, c'est tout le dédain de la Macronie, toute la déconnexion de la Macronie qui ne veut pas assumer, et pourtant c'est le terme qu'ils emploient systématiquement, nous devons assumer, nous assumons, nous voulons assumer. Non, ils n'assument pas leur bilan, ils ont un déficit catastrophique, il y a un record jamais vu maximal de défaillance de TI. Ça veut dire que nos entreprises, les vraies entreprises, les entreprises de l'économie locale, territoriale du pays, mettent littéralement la clé sous la porte, et Bruno Le Maire vous dit « j'ai sauvé l'économie française ». Donc il y a toute cette déconnexion, et de l'autre côté, il y a un Rassemblement national qui est perçu comme une bouffée d'oxygène par une grande partie de la population. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent « on va peut-être pas tout obtenir du Rassemblement national, mais on voit qu'il y a des gens qui ont des accents souverainistes, nationalistes et protecteurs pour notre population. Je crois que c'est ce sur quoi toutes les personnes un peu souverainistes et de bon sens, pour ainsi dire un peu patriotes, peuvent s'accorder aujourd'hui. Lorsque, là aussi, Emmanuel Macron, ou même Manuel Bompard d'ailleurs, et Gabriel Attal, donc ces deux camps
ou de gauche ou de socialo-mondialisation, mais qui revient à la même chose, c'est-à-dire un anéantissement des États-nations, vous disent, si vous supprimez la TVA, ce que propose Jordan Bardella sur les produits énergétiques, vous allez favoriser tout le monde et vous n'allez pas cibler les plus pauvres. Parce que dans l'état d'esprit généralement de la Macronie, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il faut systématiquement contribuer à la paupérisation de la population et à l'appauvrissement en incitant à une forme de misérabilisme qui est vous êtes dans un pays qui n'est plus un grand pays, qui est un pays en grande difficulté, donc si vous devez recevoir ce qu'on appelle une aide ou un soutien d'État, ou si vous voulez tout simplement recevoir le regard de l'État, vous devez vous complaire en misérabilisme, c'est-à-dire gagner moins de 800 euros par mois et mendier les 5 euros qu'on voudra bien vous donner ci et là. Par contre, si on dit qu'on abaisse la TVA sur le carburant pour tout le monde, moi quand j'étais jeune, j'avais une agence immobilière et j'ai démarré, je suis parti de rien pour ainsi dire, comme on dit d'une façon prosaïque, et j'ai démarré comme agent immobilier. Et quand j'avais 18 ans, je roulais énormément comme agent immobilier, comme mandataire, avec des petits revenus de quelqu'un qui venait de travailler. Et je pouvais le faire parce que le carburant coûtait quand même moins cher qu'aujourd'hui. Et que lorsqu'on prenait une commission, on pouvait quand même justement investir un petit peu dans nos activités. Aujourd'hui, un agent immobilier qui gagne 5 000 euros par mois, mais il peut pas déployer son activité avec le prix du carburant. Donc abaisser la TVA pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour des gens qui gagnent 4 000 5 000 euros par mois, ça me paraît pas une mesure qui va contre une forme d'équité. C'est une mesure protectrice et nationaliste. Donc de ce côté-là, le Rassemblement national marque un point évidemment plutôt positif. Sur la retraite, le grand débat, c'est est-ce que des concitoyens peuvent partir à 60 ans? Là, il y a une réponse qui est très simple à apporter. C'est que si vous acceptez de venir en aide à des pays étrangers, d'envoyer des milliards d'euros à des pays étrangers, si vous acceptez qu'avec l'aide médicale d'État, vous pouvez soigner des patients qui arrivent, beaucoup à Marseille, c'était Didier Raoult et Philippe Parola qui m'ont fait passer ces informations récemment, en infectiologie avec la tuberculose, le sida, et qui sont pris en charge. Ce qui est très bien, je ne dis pas qu'il faut les laisser mourir, mais si vous acceptez de soigner des gens qui ne sont pas français et qui arrivent illégalement sur le territoire, si vous acceptez d'envoyer de l'argent pour des pays étrangers, comment est-ce que vous pouvez justifier, ça c'est une question pour la Macronie, que vous n'êtes plus en capacité de financer 2, 3, 4 milliards pour le retour à la retraite à 60 ans pour les carrières très longues, surtout, c'est ce que propose le RN, ou même 17 milliards, comme le dit Gabriel Attal, de baisse de la TVA sur le carburant. Bardella dit 12 milliards et Gabriel Attal dit 17. Bon, pourquoi pas, ils peuvent négocier les chiffres. Mais en attendant, combien est-ce que nous avons envoyé? Je sais que c'est un sujet un peu tabou, si je puis dire, en Ukraine, pour l'effort de guerre d'un pays qui n'est pas notre pays, je le rappelle. Et là aussi, je ne dis pas qu'il fallait laisser les Ukrainiens sur le bas-côté. Mais je veux dire par là que la question d'État-nation et de population va revenir au centre du jeu. Et qu'on va comprendre à nouveau, finalement, qu'étant donné qu'il n'y a pas d'argent magique et que le système obligataire est en train littéralement de s'effondrer, et que je vous fais une petite prévision, d'ici les semaines à venir et les mois à venir, il y aura de grandes difficultés pour remettre de la dette sur les marchés, pour la vendre à des prêteurs, pour la faire prendre à des prêteurs étrangers, on va comprendre que gérer un État, finalement, c'est pas bien différent que gérer un foyer. On est en circuit fermé et il y a un budget minimal et maximal. Et qu'on est obligé de faire des choix. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est le degré, c'est le curseur entre le sens de l'État-nation et d'un côté l'anéantissement de l'État-nation par le chaos, c'est ce que propose un peu la France insoumise, pour ainsi dire, par une forme de... C'est prosaïque, mais on peut dire de bordel, de désordre, de chaos et de grands désordres à la fois sociétal et économique, ouais. Ou alors par une forme de mi-soumission, mi-corruption, mi-connivence de la Macronie. C'est l'économie qui s'est passée, on l'a bien vu avec Chose France, on m'avait invité à en parler d'ailleurs il y a quelques semaines, où on parle d'une économie, mais simplement d'un pan de l'économie. On ne parle pas des ETI. On a un ministre de l'économie qui vous dit « j'ai sauvé l'économie française », un président qui vous dit « on est la Startup Nation, on a des investissements étrangers », mais ces investissements, c'est Amazon. Mais par contre,
une agence immobilière sur 20 qui a fermé l'année passée, défaillance record de TI, ça ne nous intéresse pas, on ne regarde pas. C'est ce que dit le gouvernement Macron. C'est pas ça l'économie. Pour eux, l'économie sont des gens qui sont capables de venir les financer par la suite, de venir financer une campagne. On a un dossier dans Géostratégie, en partenariat avec Off Investigation, qui s'appelle Macron l'Américain. J'invite tout le monde à regarder, à lire le dossier, mais même à visionner le reportage sur YouTube de Off Investigation sur le parcours américain. Moi, je ne suis pas anti-américaniste, mais le parcours séduisant d'Emmanuel Macron aux États-Unis, auquel on a présenté tous les grands dirigeants, tous les grands banquiers, les banquiers centraux, et toutes les personnes qui pouvaient lui venir en aide tout simplement pour accéder au pouvoir d'un pays qui est suzerain et qui est plus souverain, et qui est la France, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une élite qui va directement contre sa population. Et le grand danger de la France, c'est de poursuivre vers cette direction. Et j'espère que le Rassemblement national marquera une entorse sévère à cette trahison des populations et du sens de l'État-nation. Il y a deux catégories. Allez-y. Allez-y, finissez et je vous relance après. Parce que, simplement pour terminer là-dessus, il y a vraiment deux catégories de politiques aujourd'hui, et même de personnalités. Vous avez des gens qui veulent anéantir les cultures, anéantir les nations, anéantir les économies, anéantir la monnaie également, avec les créations des monnaies numériques de banque centrale. Et vous avez ceux qui croient encore un petit peu aux cultures, au traditionnalisme, aux diasporas, et ceux-là sont plutôt rangés du côté de Trump que de Biden aux États-Unis, par exemple. Trump vous dit, si je suis élu, il n'y a pas de monnaie numérique de banque centrale. Je fais passer un décret qui interdit à la Réserve fédérale de créer une seconde structure monétaire qui s'appellerait du dollar numérique. Trump déclare il y a 2 jours, Dieu, alors il est ouvertement croyant, mais le sens est le même pour quelqu'un qui sera athée, Dieu a fait des hommes et des femmes et rien d'autre. Et si je fais passer un décret contre le wokisme. Et de l'autre côté, vous avez Biden, et ici vous avez Emmanuel Macron. C'est quand même une réalité qui reçoit des personnes à l'Élysée qui ne sont pas indignes personnellement, mais qui ne sont pas dignes d'être associées contre la volonté de la population à l'image de la nation. Oui. Et ça, c'est un gros problème. Si demain, le Rassemblement national arrive au pouvoir, il y a beaucoup d'analystes qui s'inquiètent en expliquant que... et Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même le disait, il a voulu leur lancer une grenade dégoupillée dans les jambes. Il va les rendre co-responsables d'une situation économique très compliquée. Vous parliez de la nécessité de retrouver le sens de l'État-nation. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour le Rassemblement national s'il y parvient à redresser la situation économique et à éviter justement d'être associé à ce naufrage ? Alors, c'est une bonne question. Premièrement, sur le sens de la grenade dégoupillée, quand j'ai entendu ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Enfin, c'est d'une immaturité sans nom. Je lance une grenade dégoupillée. Quand on est président de la République, on ne lance pas une grenade dégoupillée en se délectant du chaos. Après, sur le plan purement économique, ce qui m'inquiète un peu au Rassemblement national, c'est la complaisance vis-à-vis de l'eurosystème et du système européen. Parce que, si vous voulez, par exemple, c'est pas une mauvaise idée, créer un fonds souverain. C'est l'idée qui avait été émise par beaucoup de personnes, y compris à Reconquête, au Rassemblement national. Et vous pouvez très difficilement créer un fonds souverain quand vous n'avez pas la main sur votre monnaie, que vous êtes soumis aux directions et aux directives d'une banque centrale qui dirige également une vingtaine d'autres pays différents, qui n'ont pas les mêmes économies que vous, qui n'ont pas les mêmes structures, et donc sur tout simplement une banque centrale sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir. Qui plus est lorsque vous avez une balance commerciale déficitaire, parce qu'il y a des pays comme la Chine, par exemple, où la Chine, la balance commerciale, c'est, je sais pas, ça doit être 800 milliards par an à peu près, 800 ou 900 milliards, alors que nous avons un déficit commercial de plus d'une centaine de milliards. Donc on boxe pas dans la même catégorie en termes de capacité de créer un fonds souverain pour se financer. Donc les idées du Rassemblement national sont bien sur le papier, ce qui est déjà très bien. Il vaut mieux avoir de bonnes idées sur le papier que de ne pas les avoir. Les idées de la Macronie sur le papier sont déjà mauvaises. Et les seules promesses qui sont faites par Macron aujourd'hui et par Gabriel Attal, c'est par exemple abaisser la taxation sur les successions, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais je rappelle quand même que c'est la promesse qu'ils avaient faite en 2022 et qu'après leur élection, ils sont revenus dessus pour des raisons de budget. Donc ils ressortent une promesse qu'ils n'ont pas
mise en place pour ces élections. Le Rassemblement national fait déjà des œillades beaucoup plus nationalistes et beaucoup plus souverainistes. Pour les mettre en place en restant dans l'eurosystème, ça me paraît très compliqué. Ça dépendra de la capacité des dirigeants du Rassemblement national à négocier tout simplement avec les commissaires européens. Parce que le vrai pouvoir aujourd'hui en France, en Italie, en Allemagne, il n'est pas au Conseil, il n'est pas à l'Assemblée nationale, il est à la Banque centrale sur le plan monétaire, et il est entre les mains et dans les dossiers des commissaires européens, c'est-à-dire de Thierry Breton, en l'occurrence, de Charles Michel, le président de l'Europe, d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, mais il est ni entre les députés européens, ni entre les députés de la nation, il est vraiment entre les mains des commissaires. Ça veut dire que demain, vous pourriez vous retrouver avec Bruno Le Maire, commissaire européen, par exemple. Ouais, c'est le bruit qui court dans Paris aujourd'hui. Ce qui est fascinant d'ailleurs par là, ce que je veux dire, c'est que vous avez aujourd'hui des politiques. Bruno Le Maire, je le rappelle, a fait quand même 2% aux primaires de son propre parti lorsqu'il a été candidat. Il a un bilan catastrophique. Il a écrit 5 à 6 ouvrages pendant qu'il a été ministre de l'économie, dont le dernier s'est vendu à 1900 exemplaires, alors qu'il y avait dû y avoir un tirage, peut-être à 10 ou 15 000, vu ce que j'ai pu apercevoir dans toutes les FNAC et toutes les librairies de France. Donc avec un bilan populaire aussi calamiteux, vous pouvez vous retrouver à être au poste qui permet le plus de capacité de pouvoir sur les populations et sur les nations. C'est ça qui est catastrophique. Donc le travail du Rassemblement national, qui est un parti, je l'espère, je le disais, réellement nationaliste et souverainiste, résidera principalement dans sa capacité à dire à l'Union européenne, si on n'en sort pas, si on ne vous quitte pas, ça ne veut pas dire que nous accepterons vos dictates. Ouais. Et le marché commun de l'électricité, nous ne l'acceptons pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est comme ça. Et sur l'immigration, l'aide médicale d'État, nous en modifions le concept et nous n'acceptons pas votre rappel à l'ordre. Et sur plein de sujets, il faudra négocier. Mais avant même d'arriver à l'Europe, Jordan Bardella et le Rassemblement national vont se trouver, à mon avis, bloqués malheureusement sur le plan économique et sociétal par le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale, c'est encore notre problème, mais beaucoup par le Conseil constitutionnel, qui est encore entre les mains de Laurent Fabius, contre lequel j'ai rien personnellement, mais qui, selon moi, ne sera pas l'allié fiable du Rassemblement national. Le Rassemblement national est souvent pointé du doigt par leurs critiques en expliquant que leur programme s'adresse assez peu aux entrepreneurs et justement, dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt Emmanuel Macron qui incarne cet esprit de l'entrepreneuriat, la Startup Nation, etc. Vous êtes entrepreneur, Tom Benoît. Est-ce que le programme du Rassemblement national vous convient aussi en tant qu'entrepreneur ? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées à faire passer. Mais comme je disais précédemment, lorsqu'on est entrepreneur, on n'a pas d'intérêt particulier, sauf si on est Larry Fink. Si être entrepreneur, c'est être Larry Fink seulement, oui, là, c'est très bien d'avoir Emmanuel Macron. Vous êtes BlackRock et Larry Fink, ou alors vous êtes le PDG d'Amazon, et c'est carton plein quand vous venez au sommet Choose France ou lorsque vous êtes reçu à l'Élysée. Mais comme je le disais précédemment, il y a des choses à faire, il y a des idées à faire passer au Rassemblement national pour les entreprises. Moi, ça fait longtemps que je dis, vous devez abaisser considérablement la taxation pour toutes les sociétés qui font moins de 20 millions de chiffre d'affaires. Et dans l'intervalle, vous devez imposer à toutes les multinationales, non pas une taxation sur les super profits, qui est une hérésie tout simplement, non pas parce que le concept est mauvais, mais parce qu'il n'est pas applicable, parce que ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher, mais qui conduit forcément à la paupérisation d'une économie, mais vous devez imposer aux multinationales de relocaliser tous les emplois de services qu'elles ont délocalisés et dont les clients sont français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les plateformes qui sont délocalisées sont des plateformes qui font travailler des personnes dont les prélèvements obligatoires ne sont plus payés en France, ne vont plus dans les caisses de l'État. Ce sont des salaires qui partent pas pour des ouvriers ou des travailleurs français également, qui feraient tourner le commerce intérieur, qui feraient marcher l'économie. Donc le Rassemblement national doit aussi s'attarder justement sur des mesures qui permettront de défavoriser, il faut le dire très clairement, des sociétés qui ont vilement délocalisé pour favoriser des sociétés qui font fonctionner une économie que
j'appelle souvent qui contribuent au maillage d'une forme de bourgeoisie territoriale, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, qui ont de la liquidité, qui sont des bourgeois, qui gagnent de l'argent, mais qui génèrent de la richesse, qui produisent de la richesse au sein des territoires. C'est ça qu'il faut faire. La grande priorité, c'est de faire un peu ce que les États-Unis parviennent à faire parce qu'ils arrivent à l'éponger, pour ainsi dire, à le faire éponger par le reste du monde, mais à rester une grande nation en se protégeant systématiquement. Nous ne nous protégeons pas du tout. Les États-Unis sont protectionnistes. Nous ne nous protégeons pas, au contraire. Nous sommes instrumentalisés par les USA directement pour anéantir toute capacité de protection de la France. Alors que la création de richesse en France, l'important, c'est pas d'avoir des usines, c'est qu'elles soient à nous et qu'elles profitent à notre économie. C'est ça qui est important. L'important, c'est pas de devenir un pays passerelle qui sera la Roumanie dans quelques années, ce qu'était la Roumanie il y a quelques années. Et pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises de taille intermédiaire, il faut qu'il y ait des PME qui fonctionnent. C'est la seule solution. Donc j'espère que le Rassemblement national s'attardera plus que dans son programme, en tout cas une fois au pouvoir. Et peut-être que c'était une stratégie électorale, et à ce moment-là, ils n'ont peut-être pas eu tort, j'attends de voir. On attend de voir également et on vous réinvitera sûrement pour en parler en fonction du résultat de ces élections et puis, avec plaisir, et puis des différentes évolutions justement de nos problèmes économiques français. Merci beaucoup Tom Benoît d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Merci d'avoir été parmi nous et à très bientôt. Merci beaucoup.